Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour Monsieur Etienne Nandou. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, selon Yoweri Museveni, président ougandais, un accord est possible entre les gouvernements de la RDC et les M23. Et cela après une semaine agitée où les négociations semblent piétiner sur de graves divergences entre les deux parties. Quel crédit peut-on accorder à cette déclaration de Yoweri Museveni? Monsieur Etienne Nandou, il n'y a pas de divergence de fond entre les experts du gouvernement de Kinshasa, et je vous rappelle que c'est un gouvernement usurpateur, et le M23. Je vais vous dire pourquoi, et je ne vous le dirai jamais assez. Le M23 et le gouvernement de Kinshasa font partie d'une même famille politique. Le président politique du M23, M. Roniga, s'était rendu à Kinshasa pour signer un accord qui a permis à l'ex-CNDP d'être membre de la majorité présidentielle. Ce qui est en train de se passer à Kampala, c'est une mise en scène. On voudrait nous convaincre que finalement, malgré les divergences entre les deux parties, il y a eu finalement un accord. Et qui joue ce rôle-là? C'est Museveni, qui fait partie du trio Kabila, Kagame et lui-même. Et ils ont un jeu qu'ils mènent pour mieux assurer leur rôle de marionnette de l'impérialisme et du néocolonialisme chez nous. Si nous perdons de vue ces éléments-là, nous ne comprendrons rien au jeu qui se mène aujourd'hui entre le M23 et les envoyés et les messagers du gouvernement usurpateur de Kinshasa. Mais M. Mbelou, cela n'a pas empêché certains compatriotes de la diaspora d'annoncer ce qu'ils ont appelé la déclaration de Bruxelles. Je pense que vous en avez certainement entendu parler. Eux affirment que la politique étant dynamique, ils apportent leur soutien au M23 pour chasser Kabila du pouvoir. Bon, c'est une autre lecture qui s'oppose à ce que vous dites, mais n'est-ce pas aussi réaliste ce point de vue-là? Monsieur Etienne Nandou, les protagonistes de la déclaration de Bruxelles me semblent travailler sur le court terme. Ce qu'ils appellent pragmatisme me semble être le court-termisme, c'est-à-dire quoi? Ces messieurs mettent entre parenthèses notre histoire des années 90. Ils font comme si l'AFDL n'avait pas été la création du Rwanda. Ils font comme si le CNDP n'avait pas été la création du Rwanda. Ils font comme si le M23, avec tous les rapports qui ont été mis à notre disposition, mais aussi avec les témoignages des ex-membres du M23 et de nos compatriotes du Nord Kivu, les signataires ou les protagonistes de cette déclaration de Bruxelles, ignorent tout cela et vous disent: nous avons besoin d'apporter l'impérium à Etienne Tshisekedi et nous pouvons faire cela à n'importe quel prix. Que ces messieurs posent la question de la légitimité du pouvoir à Kinshasa, c'est à leur actif. Mais qu'ils estiment qu'il faut choisir entre la peste et le choléra, je dis, ils se mettent inutilement dans un cercle vicieux parce que peut-être ils avaient sous-estimé la force de frappe et de persévérance des acteurs pléniers de la guerre qui se mène chez nous. Ils prennent de raccourcis en s'en prenant seulement à Kabila ou à Kagame ou à Museveni. Or, cette guerre de basse intensité qui nous est menée a des acteurs pléniers dont ils ne parlent presque pas. Et quand ils en parlent, c'est en termes de faiseurs de roi. C'est-à-dire, ils s'excluent
exclu comme acteur possible de l'histoire de notre pays, alors je ne peux pas prendre un seul instant les déclarations qu'ils font au sérieux. J'ai horreur des compatriotes qui mettent notre histoire entre parenthèses en oubliant les acteurs pléniers qui mènent la barque de cette histoire depuis les années 60 jusqu'à ce jour. Et M. Etienne Ngandou, le péché originel dont nous souffrons jusqu'à ce jour, c'est le coup d'État, l'assassinat de M. Patrice Emery Lumumba. Et ce sont ces mêmes acteurs pléniers qui ont assassiné M. Patrice Emery Lumumba pour des raisons économiques et financières qui continuent à mener la barque aujourd'hui. Alors quand on me dit que la politique est dynamique, j'ai dit, où est la politique là-bas chez nous? Il n'y a pas de politique. Ouais, il s'agit du business, c'est-à-dire des multinationales et des transnationales qui, depuis les années 60, ont choisi de s'emparer de nos terres et de faire de notre pays un réservoir de matières premières, c'est créer des marionnettes à tour de rôle. Où est la politique là-bas? Où avez-vous vu nos acteurs dits politiques aller négocier avec ces acteurs pléniers sur ce qu'ils mènent comme business chez nous depuis les années 90 et depuis les années 60? Mais M. Mbelou, ses compatriotes affirment qu'ils partent du postulat que Kabila ne sera chassé du pouvoir que par les armes. Et attendre 2016, ce serait que rêver, parce que on annonce déjà une prochaine modification de la Constitution pour lui accorder, pour casser la limitation des mandats à la présidence. Et eux, ils disent, voilà, s'il n'y a que par les armes que Kabila pourrait être chassé du pouvoir. Monsieur Etienne Ngandou, cet argument-là, ce postulat-là est faible. Et je vais vous dire pourquoi. Kabila est à Kinshasa. Ses compatriotes qui soutiennent le M23 sont à Goma. Et les compatriotes qu'il tue n'ont rien à voir avec Kabila. Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas s'en prendre à Kabila à Kinshasa? Ils tuent nos compatriotes ailleurs qu'à Kinshasa, et les compatriotes qui ne sont pas dans les parages directs de Kabila. C'est de deux. Monsieur Etienne Ngandou, est-ce que ces compatriotes-là ont la maîtrise de la véritable nature de la guerre qui nous est menée? Cette guerre est une guerre de basse intensité. Elle perdure parce qu'elle permet aux multinationales et à leurs petites mains de pouvoir prendre nos matières premières à moindre frais. Et ce sont peut-être nos compatriotes qui sont à Paris et qui sont allés dernièrement manifester à Areva, qui ont compris les véritables enjeux de cette guerre de basse intensité qui se mène chez nous. Quand ils sont allés à Areva, ils se sont préparés en disant, nous allons partir chez les véritables Balokia Congo. J'ai beaucoup plus de respect pour ces compatriotes qui ont compris les véritables enjeux de cette guerre de basse intensité que pour d'autres qui s'en prennent uniquement aux marionnettes et qui laissent tranquilles les acteurs pléniers. Donc il y a dans le chef de ces compatriotes qui laissent tranquilles les acteurs pléniers une amnésie qui ne dit pas son nom. Si ce n'est pas de l'amnésie, c'est une compromission ou une complicité avec les acteurs pléniers. Alors à ce moment-là, quand il dit que Kabila ne comprend que le langage des armes, mais qu'ils aillent faire parler les armes à partir de Kinshasa, qu'ont-ils à tuer nos compatriotes, à violer nos filles, nos femmes, nos mamans, nos grands mamans au nord et au sud Kivu? Qu'ont-ils
à piller et à violer les biens de nos compatriotes au sud Kivu, au lieu de s'en prendre à Kabila. Or, comme vous l'avez dit, si un accord intervient entre ce groupe-là et les envoyés du gouvernement usurpateur de Kinshasa, c'est que réellement, nous avons assisté à un théâtre de mauvais goût, mais qui poursuit l'extermination de nos populations. Il y a une grande part d'inconscience chez nos compatriotes qui lient des alliances avec le M23 en oubliant que le M23 est une création de Paul Kagame qui est un sous-traitant des acteurs pléniers de la guerre qui nous est menée, et une guerre qui a déjà fait plus de 6 millions de morts aujourd'hui. Demain, l'histoire les jugera, et sévèrement. Monsieur Tengandu, n'oubliez pas ceci. Nous avons chez nous des compatriotes qui n'ont comme métier que faire la politique. Mais maintenant, il n'y a même pas de politique chez nous. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a un vide politique et éthique criant. Quand ils disent qu'ils font de la politique, personnellement, je m'en moque. Il n'y a pas de politique. Il y a un pillage, une prédation organisée en règle chez nous, et devenir acteur politique aujourd'hui chez nous, c'est accepter d'être impliqué dans ces actes de la mort et de la prédation qui se commettent chez nous. Ce n'est pas cela faire de la politique, monsieur Etienne Ngando. Et même quand ils affirment que la politique est dynamique, je ne vois rien de dynamique dans cette histoire-là, parce que ce sont les mêmes acteurs pléniers qui nous font la guerre depuis l'assassinat de Patrice Emery Lumumba jusqu'à ce jour. Très bien. Pendant ce temps, s'est tenue à Kinshasa la 3e session ordinaire de l'Assemblée plénière des parlementaires des pays des Grands Lacs, qui s'est clôturée le jeudi 24 janvier dernier. Et prenait part des parlementaires des pays membres de cette organisation, dont le Rwanda, et ils ont condamné les groupes armés actifs dans l'est de la RDC. Monsieur Mbelou, à quoi servent ce genre de rencontres puisque bon, les parlementaires rwandais, burundais étaient également à Kinshasa? À quoi peuvent servir ce genre de rencontres? Mais ce genre de rencontres, monsieur Etienne Ngandou, participe de la théâtralisation de la mort et de la prédation chez nous. Regardez, monsieur Etienne Ngandou, ces parlements-là sont issus des processus électoraux chaotiques. Kagame a remporté les élections au Rwanda avec un score stalinien. Et ce sont ces gens-là qui sont au service des gouvernements usurpateurs et bidons, des gouvernements fantoches, qui ensemble pour faire semblant de parler de la paix en Afrique centrale, dans l'Afrique des Grands Lacs, alors qu'ils soutiennent des gouvernements qui participent de la mort de notre sous-région. C'est simplement du théâtre, de la mise en scène de mauvais goût, et tous ces gens-là, même s'ils ne sont pas jugés demain ou après-demain, l'histoire finira par les juger, et sévèrement. Qu'est-ce qu'ils ont à soutenir des gouvernements fantoches pendant que vous avez des pays latino-américains qui essayent de se mettre de plus en plus ensemble? Je ne sais pas si vous l'avez appris, monsieur Tengandu, le samedi dernier, l'Union européenne est allée à la rencontre de la CELAC, c'est-à-dire de la communauté des États latino-américains. Et ces États vont parler avec l'Union européenne d'une seule voix. Et l'initiateur de cette communauté des États latino-américains avait été traité par l'Union européenne de dictateur, de populiste. J'ai parlé de M. Hugo Chavez, pour qui je ne cesse de prier. Et c'est ce monsieur-là qui a initié une communauté des États latino-américains avec lesquels l'Europe traite aujourd'hui. Et nous n'avons même pas honte, nous, Africains, de nous tirer dessus, de nous entretuer, au lieu d'aller dans le sens de ce que les autres sont en train de faire pour être respectés.
Donc, nous devrions, M. Tengandu, avoir honte de tous ces rassemblements qui ne contribuent pas à la véritable unité de l'Afrique. Oui. Et d'un autre côté, le gouvernement sud-africain a déclaré jeudi avoir pour la première fois invité l'Union africaine et les économies régionales africaines au 5e sommet des BRICS afin de promouvoir l'intégration régionale. Qu'est-ce que ce genre de rencontres peut apporter de positif selon vous? Voilà, M. Tengandu, une brèche qui s'ouvre. Voilà une véritable brèche qui s'ouvre. Et j'estime que l'Union africaine va s'engouffrer dans cette brèche. Quel est notre problème aujourd'hui? L'un de nos problèmes sérieux, M. Tengandu. L'Afrique ne travaille pas avec des axes géostratégiques qui comptent. Si l'Afrique s'insérait dans cette brèche pour travailler avec le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud qui nous a déjà devancés, et si l'Afrique réussit son intégration régionale pour aller de plus en plus vers le panafricanisme de peuple, voilà une solution qui pourrait mettre fin à toutes ces guerres de basse intensité qui nous sont menées. Mais vous verrez, et je ne suis pas prophète, vous verrez qu'il y aura des gens comme les Kagame, les Museveni et les Kabila qui risquent d'aller à l'encontre de cette rencontre. Pourquoi? Parce que leur rôle, c'est de torpiller tout ce qui peut mettre les Africains ensemble afin que nous puissions peser dans la balance des grands centres du monde. Monsieur Tengandu, j'ai l'impression que quand on nous parle de la politique aujourd'hui en Afrique, on ferme les yeux sur le fait que le monde est en train de devenir polycentré. Aujourd'hui, même les États-Unis savent, Obama l'a dit dernièrement, ils ne pourront plus rien faire seuls. S'ils ne s'allient pas avec l'Union européenne, si les États-Unis ne travaillent pas avec la France, la Grande-Bretagne, avec les autres pays alliés, ils ne peuvent rien faire. Mais nous, l'Afrique, le Congo par exemple, n'appartient pas qu'à la communauté des pays des Grands Lacs. Le Congo appartient aussi à la SADC. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas travailler avec les pays de l'Afrique australe pour devenir un pays fort, un pays qui travaille, qui s'ouvre aux autres, qui crée l'intégration régionale pour résister à ces attaques qui viennent de l'extérieur. Donc j'ai dit, si nous avons des Africains intelligents qui comprennent qu'ils peuvent s'engouffrer dans cette brèche qui s'ouvre avec les BRICS, même si il y a par-ci par-là des questions à régler au préalable, l'Afrique peut connaître un avenir radieux. D'ailleurs, l'Afrique finira par connaître un avenir radieux parce qu'elle est incontournable dans la géopolitique de demain. Très bien, toute autre chose maintenant. Ces derniers jours, un sujet suscite une grande polémique sur le net congolais. Il s'agit du fameux traité de Nice, tel que révélé par Honoré Ngbanda et de la Pareco. Sans vouloir parler de ce traité lui-même, quelle lecture faites-vous de cette affaire qui a exacerbé les démons du tribalisme dans certains commentaires? Monsieur Tengandu, et je vous dis que j'ai eu honte. J'ai eu honte quand j'ai suivi les débats qui ont tourné autour de la signature de ce fameux traité de Nice. J'ai eu honte. Je vous avoue que mon cœur a saigné, c'est-à-dire, je me suis dit qu'il y a quelque chose de positif dans le débat, c'est ceci. Sur les questions concernant notre devenir collectif, il n'y a plus de tabou. Il est important que nous puissions débattre de tout, même de ce traité-là, mais tout est dans la manière. Comment faisons-nous le débat? Nous ne devons pas nous angéliser. Nous sommes des hommes et des femmes de chair et d'eau, c'est-à-dire, nous pouvons nous tromper. Mais comment apprenons-nous, à gérer les conflits qui surgissent entre nous? J'ai eu la nette impression que le complexe d'infériorité qui nous a été inoculé
par le néocolonialisme, a créé en nous une haine terrible, une haine du Congolais à l'endroit du Congolais, une haine de la Congolaise à l'endroit de la Congolaise. Voilà une première guerre que nous devrions mener, c'est-à-dire arriver à nous désarmer, à désarmer en nous tous ces sentiments liés à notre égoïsme, à notre égocentrisme, à notre cupidité. Monsieur Etienne Ngandou, je ne sais pas si vous vous rendez compte que chaque fois qu'il y a des questions comme ça qui surgissent chez nous, on commence à crier. Tout tourne autour de l'argent. Tout tourne autour de l'argent. C'est difficile que quand des questions comme ça surgissent, on fasse encore allusion aux valeurs. Quelles sont les valeurs qui ont été trahies? Comment pouvons-nous débattre rationnellement pour que cette question soit gérée de façon que l'essentiel ne soit pas compromis? L'essentiel pour nous, c'est quoi? C'est notre unité, c'est notre nationalisme, c'est la protection de nos terres. Mais aujourd'hui, quand certains débats surgissent, on dirait que ce sont des débats qui ne sont fondés sur aucune valeur sérieuse. On dirait que ce sont des prétextes sur lesquels nous sautons pour faire triompher nos égoïsmes et nos égocentrismes et nos cupidités. Et là, nous faisons le jeu de ceux qui veulent nous voir divisés pour mieux régner. Et nous faisons ce jeu-là à nos dépens. Ma prière, Monsieur Etienne Ngandou, je vous avoue franchement que quand j'ai suivi les débats sur le traité de Nice, j'ai eu honte et j'ai eu peur. J'ai eu peur que demain nous ne soyons pas capables, pour certains d'entre nous, de dire sereinement. Donc on en arrive au coup, on en arrive au tribalisme, on ressuscite les questions supposées réglées il y a 30, 40, 50 ans. C'est que il y a des questions sur lesquelles nous devons revenir, des questions qui ont été déjà abordées par exemple par la Conférence nationale souveraine, mais dont les réponses n'ont pas été partagées entre nous. Parce que M. Etienne Ngandou, moi j'ai peur que notre unité et notre nationalisme puissent être une unité et nationalisme de façade. Que ça ne puisse pas être une unité et nationalisme des cœurs et des esprits. Voilà pourquoi je me dis, nous avons encore du chemin à faire. J'ajoute aussi ceci. Oui, j'ajoute aussi ceci. J'ai l'impression que nous donnons des signaux de fatigue. Des signaux de fatigue parce que nous n'avions pas mieux approfondi la nature de la guerre qui nous est menée. Nous avions cru que nous allions l'emporter sur les acteurs majeurs plaignés de cette guerre rapidement. Et comme la guerre traîne, nous sommes fatigués et nous commençons à nous tirer dessus, ce qui constitue visiblement une grande faiblesse. Mais n'exagérons rien. Nous sommes des humains et il y a un adage qui dit Ubi homines et tibi miserie. Là où il y a des hommes, là où il y a des hommes, il y a toujours des misères. Mais toute la question consiste à savoir comment nous, Congolais, épris du désir de notre Congo, nous pouvons organiser des lieux d'apprentissage de la gestion des conflits. Sur ce point-là, je me réalise qu'il y a encore du chemin à faire. Mais, Monsieur Mbelou, pour parler franchement, le tribalisme n'est-il pas une réalité sociologique qu'elle enfin parfois d'ignorer? Parce qu'en effet, il règne actuellement au Congo un tribalisme arrogant, destructeur. Il se manifeste par les contrôles quasi exclusifs des domaines stratégiques du pouvoir, l'armée, la police, les directions centrales et l'administration publique. C'est une réalité qui existe et que tout le monde connaît très bien, qu'elle en fait d'ignorer. Non, on ne fait pas d'ignorer M. Etienne Ngandou. Et moi j'estime que la recherche de solutions à cette question-là
demande que nous ayons des lieux et des structures de débat permanent, de dialogue permanent entre nous. J'aimerais vous dire ceci. Nous, Congolais, nous ne nous connaissons pas assez. Parce que il n'y a pas eu des autoroutes et des routes de communication, de télécommunication, qui nous aient permis de rentrer profondément en contact les uns avec les autres. C'est vrai, il y a eu certains mixages, c'est vrai, il y a eu certaines rencontres au niveau de la fonction publique, mais ces rencontres-là ne nous ont pas permis de nous connaître assez profondément et assez sérieusement. Voilà pourquoi nous avons les uns à l'endroit des autres des sentiments de méfiance et nous nous soupçonnons mutuellement. Le Congo de demain, si il veut sortir de ce bourbier du tribalisme, a créé des routes et des autoroutes de communication et de télécommunication pouvant favoriser un métissage qui nous permette d'asseoir notre unité, d'asseoir notre nationalisme sur des idéologies politiques concrètes. Et notre unité et notre nationalisme sont encore fragiles parce que les autoroutes de communication, de télécommunication n'ont pas été favorisées depuis les années 60 jusqu'à ce jour. Donc selon vous, c'est parce que selon vous, c'est parce que les Congolais ne se connaissent pas assez bien que de temps en temps ressurgissent ces démons du tribalisme. Il y a cela, mais il y a aussi ce que j'ai dit avant. Nous n'avons pas réussi, pour la plupart d'entre nous, de gagner la véritable guerre qui vaille la peine d'être menée. C'est la guerre contre nos égoïsmes, contre nos égocentrismes, contre nos tribalismes, contre nos cupidités. Monsieur Tengandu, si nous ne réussissons pas à nous désarmer au niveau de nous-mêmes, au niveau de nos cœurs et de nos esprits, nous pouvons accuser l'extérieur, mais cela ne changera rien à notre pays. J'ai écrit un dernier article intitulé « Si nous avions une armée efficace » et dans cet article-là, j'ai fait allusion à ce que l'un des auteurs que j'aime bien lire écrit. Et il montre que qui veut la paix doit se préparer soi-même. Et sur cette question de la conversion des cœurs et des esprits aux valeurs éthiques humanistes, nous avons encore, pour la plupart d'entre nous, du chemin à faire. J'ai l'impression que l'héritage nocif du moboutisme des 32 ans passés pèse encore sur la plupart de nos cœurs et de nos esprits, et qu'il y a une lutte indispensable à mener à ce niveau-là, pour que certains d'entre nous qui prétendent faire partie des minorités organisées et agissantes se dépassent et aillent à la rencontre de toutes nos masses populaires pour créer une véritable force qui puisse renverser les rapports de force qui nous sont défavorables jusqu'à ce jour. Monsieur Tengandu, la question du traité de Nice, c'est aussi celle de l'identification de ceux qui pourront demain aider certains de nos acteurs politiques à pouvoir renverser les rapports de force. Et là, je me dis, ce ne sont pas d'abord les gens qui agiront de l'extérieur, qui aideront notre pays à renverser les rapports de force. Ce sont les minorités organisées et agissantes qui vont qui vont à la rencontre de nos masses populaires, qui essaient de créer une synergie vivante et agissante avec ces masses populaires, qui en viendront à bout de cette guerre de basse intensité et de ces errances dans lesquelles plusieurs d'entre nous sont engagés aujourd'hui. Mais cela, M. Tengandu, à mon humble avis, prendra
un peu de temps. Voilà pourquoi nous devons lutter contre le court-termisme en essayant de nous dire il y a des solutions ponctuelles auxquelles nous pouvons nous adonner à court et moyen terme, mais il y a une vision que nous devons promouvoir pour le Congo de demain, le Congo qui sera mis sur pied dans 20, 30, 40 ans. Et cela est très important, beaucoup plus important que nos querelles égoïstes et égocentristes. Mais M. Mbelou, toujours sur ce même thème du tribalisme, oui. Si nous prenons le cas du procès Chebeya par exemple, eh bien, le fait que les accusés dans cette affaire viennent presque tous d'une même province, hein, donc les Katanga en l'occurrence, cela ne pose-t-il pas question de la manière dont fonctionnent les différents régimes qui se sont succédés en RD Congo? C'est-à-dire, on s'appuie exclusivement sur sa propre tribu pour consolider son pouvoir. Et ça, c'est un postulat qui n'a pas changé depuis l'époque de Mobutu. Mais M. Tinandou, vous avez raison parce que en dehors des appuis de son village, des siens, on n'a pas appris autre chose, M. Tinandou. M. Tinandou, tous ces politiciens qui se succèdent, parlons de politique ailleurs, qui gèrent notre pays aujourd'hui, à votre avis, ils ont quelle formation humaine et politique? Pouvez-vous me dire ce que M. Joseph Kabila a comme formation humaine et politique? Il a eu ça où? M. Tenandou, j'ai lu dernièrement un article sur la Chine. Malgré les petits côtés de ce pays-là aujourd'hui, son élite est fondée sur une formation permanente. Et nous vivons dans ces pays occidentaux. Ce n'est pas n'importe qui peut devenir ministre ou président de la République. Même si il y a des accointances avec les forces impérialistes et néocolonialistes, mais ces messieurs des pays où nous vivons ont été formés dans les écoles qui sont aussi les cercles de pouvoir. Mais chez nous, M. Tenandou, mais pour revenir où est-ce qu'on est formé? Mais pour revenir au cas du Congo, comment faire pour sortir de ce tribalisme qui se maintient par la terreur, par la violence, sans ménagement contre tous les compatriotes contestataires? On les voit bien. Tous ceux qui contestent sont victimes d'une violence féroce. Et les forces de police qui sont agents de cette répression, eh bien, ceux qui commandent cette police-là, on les voit. Il y a toujours cette fibre tribale qui joue. Je parle ici du cas de Kanyama, qui fait régner la terreur à Kinshasa. Comment sortir de ce tribalisme? Il semble que ce Kanyama-là vient du Congo-Brazzaville. Bon, ça, je ne le savais pas. Voilà, il y a un problème, M. Tenandou. Quand on est faible, quand on n'a pas d'argument, quand on est tombé dans la cupidité, quand on est tombé dans l'égocentrisme, on cherche des appuis faibles. Et les appuis faibles, c'est la tribu. Même s'il ne faut pas nier la réalité de la tribu. Mais dans ma langue, il y a un adage qui dit ceci. Il y avait un adage qui disait ceci. Kuchinu kwikala webe. Mais petit à petit, nous avons compris que Kuchinu kwikala mwimpe. Donc, il y a un problème des valeurs et d'éthique qui se pose. Monsieur Tinandou, il n'y a pas de contrôle de la gestion du pays exercé par tous ces messieurs-là. Nous n'avons pas des lieux de contrôle et de remise en question de la gestion du pays. Donc, du point de vue politique, nous n'avons pas un début d'État. Mais si nous avions des lieux... Oui. M. Mbelou, est-ce que tout ceci ne nous ramène pas les 10 pieds sur terre quant au fait que les chemins est encore loin pour faire du Congo un État-nation? Ah, mais je ne le dirai jamais assez. Monsieur Tenandou, quand j'ai suivi les querelles autour du traité de Nice,
je me suis convaincu que le chemin est encore trop long. Parce que si nous n'arrivons pas à mener la guerre contre la culture dominante, belliciste et violente, contre la culture dominante de la haine contre nous-mêmes, M. Etienne Ngandou, nous n'irons nulle part. Voilà pourquoi j'ai toujours dit qu'il y a une lutte à mener à court, moyen et long terme. Le débat sur le traité de Nice a été très révélateur de là où plusieurs d'entre nous sont encore. Vous imaginez qu'en vivant dans ces pays où nous avons été accueillis par les autres, nous puissions nous entretuer, nous, Congolais, entre nous, et faire le jeu de ceux qui ne peuvent régner sur nous que quand ils nous divisent. Monsieur Tinlandou, voilà pourquoi j'ai eu honte et j'ai pleuré. J'ai dit, mais on est encore très loin. Mais tout en disant cela, je me dis, ce sont les minorités organisées et agissantes qui changent le monde. Il ne faut pas être des milliers pour pouvoir changer le Congo. Fidel Castro n'a pas changé le Cuba avec des milliers. Voilà que quelqu'un qui avait été traité de populiste, Hugo Chavez, a mis sur pied une communauté que l'Union européenne est en train de fréquenter aujourd'hui. Qui aurait cru que l'Union européenne irait vers la communauté des États latino-américains pour échanger d'une seule voix? Qui aurait cru il y a 100 ans par exemple? Donc nous avons un travail à mener sur le long terme, et M. Tenandou, un travail à mener dans l'humilité pour que nous puissions apprendre à passer le relais. Notre faiblesse, c'est de pouvoir lutter, chercher à lutter, à avoir les résultats de notre lutte ici et maintenant. Et cela nous conduit à la cupidité, à la haine des autres et à l'égocentrisme de mauvais aloi. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous que le chemin est encore long. Même si les forces impérialistes et néocoloniales sont efficaces, nous devons nous dire qu'elles ne seraient pas aussi efficaces que cela si nous avions déjà réussi cette guerre contre nous-mêmes. Qui veut la guerre se prépare soi-même. Et au niveau de cette conversion, de ce désensorcellement des cœurs et des esprits, plusieurs d'entre nous sont encore plus loin. Alors nous disons que les minorités organisées et agissantes qui ont compris cela prennent le devant de la scène. Les autres n'auront qu'à suivre. Pour changer le monde, ce sont les minorités qui agissent, qui le font. Pas les majorités à esprit moutonnier. Non. Pas les majorités à la pensée unique. Non. Et nous devons pouvoir combattre la pensée unique de toutes nos forces. Nous ne sommes plus à l'époque de Mobutu où l'on disait papa beau, moko, maman beau, moko. Alors qu'on nous mettait la truie dans les fesses avec les agents de sécurité dans tous les coins et tous les recoins du pays. Nous devons pouvoir dépasser cette étape-là. Mais aussi nous rendre à l'évidence que la communauté congolaise est formée et constituée des classes et des castes. Et il y a des castes dominantes qui aujourd'hui ne veulent pas du tout entendre parler de la perte de leur pouvoir. Et si nous n'ouvrons pas nos yeux sur cette réalité, nous risquons de lutter et de mal lutter. Très bien, toute autre chose. Nous avons appris par la presse francophone belge que Joseph Kabila aurait échappé à un attentat. Les faits se seraient déroulés le jeudi 24 janvier au moment où ce dernier rentrait de son séjour à Brazzaville. Que peut-on penser de cela? Voilà, c'est une énième tentative d'attentat sur la personne de Joseph Kabila. Est-ce sérieux ou bien c'est juste de la communication? Monsieur Tenandou, c'est de la diversion. C'est de la diversion. Ce monsieur-là ne se risque pas, il ne peut pas aller au Congo-Brazzaville sans qu'il ne soit sûr que toute sa sécurité est organisée. Mais c'est aussi un signal qui ne trompe pas. C'est que il y a des peurs dans son entourage.
Des peurs qui ne sont pas nécessairement liées au fait qu'il y a des coups d'État qui ont échoué. Des peurs liées à la confiscation du pouvoir os qu'il gère comme sous-traitant et marionnette. Les peurs liées au fait qu'aujourd'hui, il ne jouit d'aucune légitimité politique dans notre pays. Des peurs liées au fait qu'on ne peut pas régner éternellement sur un peuple par défi. Le Congo est aux arrêts et ça fait mal. Ça fait très mal. Très bien. Pour finir, un mot sur le docteur Mukwege, qui est bien retourné dans son hôpital de Panzi à Bukavu. Denis Mukwege est-il un modèle qui devrait inspirer d'autres compatriotes? Je m'excuse de rigoler. Oui, d'une part, son courage peut inspirer d'autres compatriotes, mais c'est un courage qui pose quand même des questions. Le docteur Mukwege passe en Europe, dans d'autres pays occidentaux. Il va dans des milieux que n'importe quel Congolais ne peut pas côtoyer. Après, il retourne. J'ai peur que ce qui est arrivé au docteur Mukwege ne puisse être une mise en scène de mauvais goût des acteurs pléniers de la guerre qui est menée contre notre pays. Mais cela étant, je ne dénie pas au docteur le goût qu'il a pour le travail qu'il accomplit, et je ne lui dénie pas d'avoir apporté à nos mamans, à nos filles, à nos grands-mamans un peu d'espoir pour vivre. Mais j'ai toujours peur, hein, je m'excuse de parler de mes peurs comme ça, mais j'ai toujours peur qu'il n'ait été pris dans une mise en scène de mauvais goût, une mise en scène fabriquée par les acteurs pléniers de la guerre de basse intensité qui se mène chez nous. Très bien, merci beaucoup M. Mbelou, et à la semaine prochaine. Merci bien, Monsieur Etienne Nandou, et à la semaine prochaine.